طبعا أعطي الكلمة الآن لأستاذنا الفاضل الدكتور رشيد العلمي. طبعا الأستاذ غني عن كل تعريف، وأحد الأساتذة الكبار وأهرامات يعني جامعة القاضي عياض، وأستاذ العلوم السياسية، ودائما نستفيد منه، وله طبعا إسهامات كون مجموعة من الأجيال. نشكره كذلك على حضوره وعدم تردده دائما في المشاركة في مثل هذه اللقاءات، وخصوصا اللقاءات التي تنظمها مجموعة البحث وكذلك المختبر. لكم الكلمة أستاذ الفاضل في موضوع تطوير الفكر الإنساني من خلال حقوق الإنسان. تفضل الأستاذ الفاضل في حدود 20 إلى 25 دقيقة، مع الشكر الجزيل. أستاذ رشيد العلمي. تفضل الأستاذ رشيد العلمي. تسمعني الآن؟ أسمعك الآن، أسمعك، تفضل. شكرا أستاذ سيدريس قريت، شكرا على الكلمات اللطيفة والجميلة، وتشكر الأساتذة خصوصا بالذكر الأستاذ جاري مصطفى اللي استدعاني لهذه المشاركة في هذا النقاش، في هذه الندوة. وانا غادي نقول هذه المداخله غتكون قصيره باللغه الفرنسيه، تسمح للاخوان. مازال تسمعني يا استاذ؟ الو، كنسمعوك يا استاذ، كنسمعوك. الصوت جيد الاستاذ الفاضل، تفضل. انا غير غادي نتكلم بالفرنسيه ونعتذر على هادشي هذا. كان الاستاذ جاري مصطفى كان قال لي بان الندوه غتكون باللغه الفرنسيه، ولكن مزيان تكون مخضرمه، تكون فيها قسم فرنسي وقسم عربي، هذا ماشي مشكل. تعقيبا على ما قال الاستاذ الفاضل سي محجوب الهبه، انا تنظن ان يفو élever l'enseignement des droits de l'homme au niveau de la science, au niveau d'une science. Une science des idées, une science des valeurs et une science de la dialectique sociale. Et pourquoi? Parce qu'il y a tant de problèmes de différences et de pratiques discursives, de pratiques sociales, de pratiques différentes, approches différentes, méthodes différentes. Donc, il faut l'élever au niveau d'une science pour qu'il y ait un accord sur les méthodes à suivre, sur les outils, comme le said Liba, sur les outils, les méthodes, les approches, qu'il y ait un certain accord sur ces méthodes, des méthodes qui peuvent prétendre à une validité scientifique. Et donc, il est temps de réfléchir à la construction de cette science, c'est la science des droits de l'homme, autour de laquelle on va peut-être construire des débats, des discussions sur les objectifs, sur les méthodes et les approches. هذا تعقيب قصير وعنده علاقة مع الشيء اللي غادي نقول ما بعد على les droits de l'homme avec une vue comparative بين l'histoire occidentale ou le récit national à construire, qui reste à venir et à construire. Vous le savez que la question des droits de l'homme est essentiellement une question de valeurs. Valeurs comme la liberté, l'égalité, la dignité, etc. Et ces valeurs n'ont pas de sens, le même sens partout. Et ces valeurs, ils ont une potentialité contradictoire en elles-mêmes. Et ça, sans parler des contradictions sociales, des contradictions économiques. Donc, il y a les droits de l'homme ne peuvent être vécus que dans un sens, que dans le sens de la controverse, le sens de la contradiction. Mais en même temps, il faut qu'ils soient partagés. C'est un objectif essentiel. Il faut qu'ils soient partagés majoritairement, c'est-à-dire de façon majoritaire, par les gens.
comment atteindre l'acceptation générale, disons l'adhésion générale à des valeurs communes. Et ça, c'est une problématique essentielle pour le développement d'une culture démocratique, d'une culture des droits de l'homme. Comment ce partage, cette adhésion peut se faire? Or, on a dit dès le départ que les valeurs sont des valeurs contradictoires en elles-mêmes, que la société est fragmentée, divisée en classes, catégories, etc. C'est ça la problématique essentielle des droits de l'homme. Donc, nous avons un récit, une histoire que les Occidentaux racontent sur eux-mêmes. Alors, il y a un récit occidental sur l'Occident lui-même. Le récit, il est axé sur certaines notions, comme le droit naturel, la notion de l'individu, la notion du sujet. Et puis l'émergence de la société mercantile, le capitalisme, l'esprit du protestantisme. Donc, nous, on se sent un peu à l'extérieur, en dehors de ce récit. Donc, comment peut-on partager ces valeurs, qui sont déjà, dès le départ, assez problématiques, assez contradictoires? On peut les partager avec des sociétés qui sont pas les nôtres, qui ont une histoire particulière, ou des histoires particulières. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que malgré ce récit national, ce récit occidental, peut paraître un peu idéologique. Il fait penser à une histoire homogène, évolutionniste, homogène, individu, droit naturel, etc., société capitaliste, et puis voilà, les droits de l'homme, etc. Il y a un côté idéologique dans ce récit. Mais ce récit, quand même, il parle de certaines choses. Il parle des luttes sociales, des combats, des révolutions, de guerres. Donc, il y a malgré tout une part reconnue de la lutte, du combat, de l'opposition. Ce qui s'est passé de très important en Europe, c'est qu'après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, après le plan Marshall et les plans sociaux qui ont été lancés à l'époque, il y a une certaine valeur qui commence à s'installer. Certaines valeurs commencent à s'installer, à s'imposer progressivement en Europe. Et c'est des valeurs qui sont une culture civique qui émane essentiellement des couches urbaines aisées. Ça se fait à ça. Il y a un problème? لا نسمعك بشكل جيد أستاذ. تسمعني مزيان. Oui, bien sûr. Il y a, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, comme j'ai dit, il y a les sociétés européennes vont voir des valeurs partagées, acceptées, et qui émanent essentiellement des couches moyennes, urbaines, aisées. Mais là, cette évolution ne va pas se faire sans contradiction. Et la contradiction majeure, c'est le fait colonial. C'est que ces sociétés vont fonctionner d'une manière un peu schizophrénique. Les droits de l'homme d'un côté et la non-reconnaissance des droits de l'homme à l'extérieur de l'Europe. Donc, il y a une certaine schizophrénie dans l'histoire assez récente de l'Europe. Et on pourrait se demander, est-ce qu'il y a possibilité d'arriver à un certain compromis, malgré les oppositions, malgré les luttes, les combats, malgré les ambivalences? Est-ce qu'on peut arriver à un rapprochement, à un compromis?
il y a des propositions qui ont été avancées par des philosophes qui ont voulu être des pédagogues de la démocratie, comme Jürgen Habermas, comme Axel Honneth, et ce sont tous des Allemands. Et ce n'est pas hasard, pour la plupart, ce sont des Allemands. Ce n'est pas hasard parce que l'Allemagne a connu une destruction de la culture civique. Une destruction de la culture civique, et il fallait reconstruire la culture civique, la culture démocratique et la culture des droits de l'homme en Allemagne. C'est pour cela qu'on retrouve Jürgen Habermas et toute l'école de Francfort. Alors, comment on peut faire un récit national? Un récit national sur les droits de l'homme. Alors, pour qu'il y ait ce récit national, il y a des chemins qui sont nécessaires. Et il faudrait, l'observation que je fais au départ, c'est que certains discours, certains actes ou certaines paroles officielles font penser à une tendance au consensualisme, à l'unanimisme autour des droits de l'homme. Or, il ne peut pas y avoir consensualisme, consensualité. يعني توافق كلي حول حقوق الإنسان لا غير. Les droits de l'homme sont d'abord des valeurs. Et les valeurs en elles-mêmes n'ont pas le même sens. La question de la liberté, il y a eu des centaines de livres sur la question de la liberté. Et la question de l'égalité, quel sens? Égalité juridique, égalité sociale, la dignité, respect de la personne humaine, ou dignité, émancipation, libération. Il y a des sens qui, depuis toujours, ont un sens problématique et un sens contrasté, controversé. Et donc, il faudrait accepter la controverse, accepter la confrontation des idées. Il faut remarquer que le récit occidental, même s'il paraît un peu lisse, même s'il paraît un peu idéologique parfois, montre bien qu'il y a des choses nouvelles, des pistes nouvelles, des idées nouvelles sur l'émancipation de la femme, sur les différences culturelles, sur l'universalisme, c'est-à-dire la critique de l'universalisme. Axel Honneth propose une nouvelle valeur, une valeur qui serait à la base de toute la culture démocratique. C'est la valeur reconnaissance, l'ihtiraf. Et donc, il y a une valeur maintenant qui est de plus en plus discutée, débattue, avec des controverses, bien sûr, et qu'il faudrait qu'on intègre dans notre culture, dans notre enseignement, l'idée de la controverse, le monadarat. L'idée de la controverse, il y a des idées contradictoires. L'histoire des droits de l'homme n'est pas une histoire lisse, une histoire sans problématique, sans thème contradictoire et sans lutte sociale. Dans notre recherche d'un récit national des droits de l'homme, donc, il faudrait une acceptation de la controverse, de la confrontation. On peut ne pas être d'accord. Il vaut mieux qu'on ne soit pas d'accord. Le fait qu'on ne soit pas d'accord est déjà un signe de
d'une évolution. Et puis, l'acceptation de la lutte, du combat. Ce qui a fait vivre les droits de l'homme en Europe, ce sont les combats. Tout le 19e siècle en Europe est une suite de combats et de luttes autour des droits politiques et de droits économiques et sociaux. Il faudrait, pour avoir un chemin particulier, un chemin national des droits de l'homme, que la question des droits de l'homme ne soit pas simplement un savoir, mais aussi une pratique qui tend vers le développement national. C'est l'idée qui a été émise et développée par Amartya Sen, et jusqu'à présent ça n'a pas été réfuté, et qui est toujours sur la table. Il faut qu'elle soit intégrée, que la question des droits de l'homme c'est un savoir académique à construire, ça c'est sûr. Mais aussi c'est une pratique qui doit se faire, une pratique sociale, une pratique économique qui doit se construire progressivement et qui tendrait à la justice sociale. Parce qu'il faut pas se cacher, faut pas oublier que le développement des droits de l'homme, de la culture civique, de la culture démocratique ne peut se faire sans des plans sociaux et des plans de développement, sans l'intégration sociale et sans justice sociale. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Je vous remercie.